tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update lecture. Normalement ça aurait dû être un bilan, mais comme ça fait un moment que j'ai pas fait de bilan, je suis pas tout à fait à jour. Et comme il y a eu des vidéos qui sont venues précédemment parler déjà des lectures, enfin de certaines lectures que j'ai pu faire ces derniers temps, voilà, il n'y a pas trop d'utilité de nommer ça un bilan puisque je vais pas revenir sur celle-ci étant donné que, enfin... Je pense que pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, ça va faire beaucoup. Et pour moi-même, j'ai l'impression de répéter qu'un soit la même chose. Donc je vais seulement vous présenter les livres dont je n'ai pas parlé ces derniers temps et qui font partie des lectures des 2 derniers mois. Pour ce qui est des lectures du mois d'août, je ferai une vidéo spécialement consacrée à ça, donc ce sera un bilan de lecture du mois d'août. Et voilà, du coup, commençons. J'ai plusieurs livres à vous présenter. On démarre avec celle que j'ai préférée au mois de juin et c'est Deux perles et deux corail écrit par Mara Rutherford et publié chez La Martinière Fiction. C'était une super bonne surprise, une lecture que j'ai adorée. Il me semble que quand celui-ci est sorti, il y a pas mal de gens qui en ont fait des retours. Mais cette année, j'ai trouvé que c'était plutôt calme du côté de cette lecture. Et en plus, étant donné qu'on était un peu dans le contexte avec l'été, je me suis dit pourquoi pas tenter. Et j'ai adoré. Alors, Deux perles et deux corail, c'est une duologie en 2 tomes du coup. J'ai déjà le 2e tome que je vais vous montrer dès maintenant, qui est celui-ci. Le 2e tome, c'est Le lien de sang et le premier, c'est La fiancée Varignane. Et je les trouve super jolis, j'aime beaucoup les couvertures. Mais hormis ça, ce récit démarre sur l'histoire de jumelles qui vivent dans un village, le village de Varenya. Depuis qu'elles sont toutes petites, on a appris à Nor et à Zadie qu'elles doivent être les plus belles, constamment, en permanence. Pourquoi? Parce qu'il y a une tradition. À chaque génération, le prince héritier du puissant royaume d'Ilara devra épouser la plus belle fille du village de Varenya. Et du coup, justement, vous vous dites, oui mais elles sont jumelles. C'est un détail important étant donné qu'il y a eu un accident lorsqu'elles étaient petites et que Nor en est ressortie avec une blessure, ce qui a fait que forcément ça l'a disqualifiée directement pour être la plus belle et ça a donc désigné Zadie comme étant la future fiancée du prince d'Ilara. Et le plus triste, c'est que Nor a toujours rêvé d'être l'heureuse élue parce qu'elle a toujours aspiré à vivre une vie en dehors du village, à vivre sur terre, puisque je ne vous ai pas précisé, mais le village de Varenya, en fait, c'est totalement sur pilotis. Les villageois vivent à partir de l'eau et justement survivent grâce aux ressources que l'océan leur amène. Et donc pour revenir à Nor, elle a toujours aspiré à connaître autre chose, elle a toujours eu le goût de voyager. Cependant, Zadie se blesse et donc ils sont contraints de trouver une solution. Ils décident de faire passer Nor pour Zadie et donc elle prend son identité. On se dit donc, super, tout va bien. Justement, lorsque Nor arrive sur le continent, elle tombe de haut puisqu'elle réalise que ce qu'elle avait toujours imaginé diffère totalement de la réalité. Le prince Seren est froid et lugubre, tout comme son château, et elle va vite découvrir qu'il y a des secrets qui pourraient mettre en danger son peuple. Et donc que son fiancé nourrit des projets assez spéciaux. Et pour trouver des réponses à ces questions, Nor devra tenir son rôle et s'adapter aux coutumes puisque sa vie pourrait être menacée. Alors, pour cette lecture, j'ai mis un 4 sur 5 et j'ai adoré. J'ai pas mis 5 parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu long au début, étant donné que vraiment il y a une bonne introduction à l'univers, on comprend tout. Et une fois que c'est fait, par contre, c'est vrai que j'ai eu du mal à lâcher le livre. J'avais vraiment envie de continuer à analyser le personnage de Seren, donc le protagoniste masculin, qui est vraiment très spécial, parce qu'il y avait des moments autant où j'avais envie de le détester, ou alors d'autres moments où je le trouvais quand même attendrissant, donc c'est un personnage assez complexe, mais c'est ce que j'aime, il est tout en nuances. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi son frère, mais je vais vous laisser découvrir ça plus en détail. Mais son frère, j'ai mis quelques réserves, je sais pas, je suis pas safe avec son frère, il me paraît un peu bizarre. Mais bon, ça c'est encore à voir. Et pour ce qui est du personnage de Nor, je l'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et pour ce qui est de la fin, en vrai je l'ai vu venir, mais j'ai vraiment apprécié l'histoire. Donc plutôt curieuse de ce qui peut se passer dans le 2 et c'est une duologie que je recommande. Bon, j'ai pas encore lu la 2e partie mais franchement c'est rafraîchissant et j'ai beaucoup aimé le système, l'histoire qu'il y a derrière. Quand je parle de l'histoire, c'est des traditions, de la culture de cet univers. C'était plutôt intéressant et je sens qu'il y a encore d'autres choses à découvrir puisque à la fin on a pas mal de révélations et des révélations qui
justement donne envie de voir ce que ça va donner dans la suite. Et je crois que la suite est un petit peu plus courte. C'est même pas une duologie très longue, hein, comme vous pouvez voir. C'est un petit peu plus de 400 pages pour le tome 1. Le tome 2, je ne sais pas. Ouais, pareil. Du coup, je sais pas. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. On est pas mal tourné vers le côté politique, puisqu'il y a tout un truc derrière. Mais ça, je préfère vous laisser le découvrir aussi. Et il y a une petite romance, mais la romance m'inspire pas. Au début, il y a une espèce de pression encore et encore par rapport au culte de la beauté en fait, puisque la mère des jumelles vit totalement à travers ses filles, c'est-à-dire qu'elle essaye de faire en sorte de rattraper l'échec qu'elle a pu faire quand c'était sa génération qui devait être choisie. Mais je vous laisserai découvrir ça aussi. Vraiment, c'est... La mère, c'est vraiment un personnage très particulier qui m'a énervée. Mais voilà. Du coup, je pense que je ne vais pas trop tarder à lire le 2. Et quand j'aurai lu la duologie, je vous ferai une vidéo revue. Je vous ai dit que j'allais sérieusement commencer à me pencher sur ce type de vidéo puisque je vous en ai parlé plusieurs fois sans jamais vraiment mettre les choses en place. Donc j'ai envie de le faire et je me dis pourquoi pas pour cette duologie. Et si vous avez envie de lire une histoire justement... bon là c'est pas maritime mais vous voyez ce que je veux dire, avec de l'eau. C'est vraiment très sympa donc je vous le recommande. J'espère que j'ai été claire pour ce premier livre. Hein. Puisqu'on n'a pas fini, moi je vous le dis. Donc cette histoire était du young adulte et on reste dans le young adulte avec La fiancée du dieu de la mer écrit par Axio et publié chez Lumen. Oh, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. J'ai aussi mis 4 sur 5. Pourquoi 4 ? Peut-être que j'étais pas totalement dans le mood pour lire du young adulte, mais j'ai quand même vraiment adoré. Alors, pour La fiancée du dieu de la mer, c'est une réécriture de légendes et contes coréens. Et du coup, j'ai adoré découvrir un petit peu la culture à travers ce récit, mais je vais vous faire un résumé. À nouveau, nous sommes dans le thème de la tradition. Chaque année, une jeune femme est sacrifiée afin de pouvoir calmer la colère du dieu. Puisque celle-ci engendre des tornades, des guerres, des inondations, et donc c'est une solution qui, à chaque fois, le calme un certain temps. Et en fait ce qui se passe c'est que il y a une légende qui existe qui parle d'une jeune femme qui sera l'élue et qui sera celle qui mettra un terme à tout ça. Et les villageois sont convaincus que la 100e, donc Shongshim, est l'élue. Sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça parce qu'en fait Shongshim est amoureuse d'un jeune homme et celui-ci a une petite sœur. Et cette petite sœur n'est autre que notre protagoniste Mina. Mina va donc se sacrifier à la place de Shongshim. En constatant sa panique, en voyant les liens qu'elle partage avec son frère, Mina va prendre sa place et se sacrifier au fond de l'eau. Et arrivée au royaume des esprits, Mina va se mettre un objectif en tête. Elle va chercher à retrouver le dieu de la mer et une fois qu'elle arrive face à lui, elle découvre qu'il est plongé dans un sommeil profond. Et donc elle va rencontrer des personnages dans sa quête pour réveiller le dieu et mettre un terme à tout ça, sauver sa famille. Et je n'en dis pas plus pour que vous puissiez découvrir l'histoire, c'était incroyable, fabuleux. Déjà tout ce qui est autour du deuil, les messages transmis, j'ai trouvé que c'était très beau et les personnages étaient super attachants. L'univers incroyable, super immersif. Je l'ai dit sur TikTok, mais en animé ça serait tellement fou. Vraiment incroyable. Bah vous voyez la couverture, c'est tout à fait ce délire et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est un one shot, ça se lit tout seul, vraiment ça se lit tout seul, on a envie de toujours en découvrir plus, de voir où la quête va mener et les embûches que Mina va affronter, tout ça avec un espèce de found family puisque comme je vous l'ai dit, elle va rencontrer certains personnages. J'ai vraiment pleuré en lisant ce livre, il est vraiment adorable et voilà. Donc si jamais vous hésitez et que vous aimez lire du young adulte, parce que j'ai vu des gens qui étaient un petit peu déçus, mais qui expliquaient qu'ils étaient plus trop branchés par le young adulte dans tous les cas. Si jamais ça vous intéresse pas, c'est sûr que vous n'allez pas forcément accrocher, mais si ce n'est pas le cas, vous risquez comme moi d'adorer, donc je vous le recommande fortement. Ensuite, on va sûrement faire une petite aparté romance. J'ai 2 romances à vous présenter en papier. Je vais donc commencer par Et ne t'avise pas de m'embrasser, écrit par Mary McFarlane et publié chez HarperCollins. Le livre ressemble à ceci. Alors, j'ai tout d'abord voulu le lire pour la représentation, je pense que vous me connaissez à force maintenant, puisque vous voyez, il y en a. Dans ma tête, pas que dans ma tête, dans le livre aussi, le personnage masculin ressemble pas du tout,
mais alors pas du tout à la couverture. Là je sais pas pourquoi, ils ont fait un peu un mec hipster blond, alors que dans le livre il est brun. Bref, j'ai pas compris. Il a même pas de lunettes. Ah si, il a des lunettes. Mais il fait genre, parce qu'il a pas besoin de mettre des lunettes. Bref, ça c'est un détail. Alors, dans ce livre, je préviens parce que je sais qu'il y a des personnes que ça dérange, notre protagoniste a 36 ans. Alors quand je dis je sais qu'il y a des personnes que ça dérange, c'est parce que j'ai vu récemment qu'il y avait des gens qui disaient ne pas aimer lire certaines histoires quand les personnages principaux avaient, admettons, plus de 30 ans. Donc je précise, là on est avec une femme qui a déjà 36 ans. Donc voilà, si je me trompe pas. Alors, je vais vous faire un résumé à ma sauce. C'est bien à ma sauce parce que en fait, je me suis vite rendu compte quand j'ai lu ce livre que c'était pas tout à fait la même chose. Le résumé. Par exemple, il y a écrit se faire quitter après 10 ans d'amour c'est dur, alors que ça faisait 18 ans, il me semble, qu'ils étaient en couple, les protagonistes. Donc c'était quasiment 20 ans pour le coup. Alors c'est pour ça que je vais partir sur mon résumé et j'espère que vous allez comprendre quelque chose. Nous suivons le personnage de Laurie qui a vécu la majorité de sa vie en couple avec Dan, si je ne me trompe pas. Et un jour, elle était en soirée avec des amis, elle rentre, Dan fait une tête bizarre, elle insiste pour qu'il lui parle, il hésite et il lui annonce d'emblée qu'en fait, enfin d'emblée, non, justement, il est passé par je sais pas combien de chemins pour lui dire qu'il veut la quitter. Laurie est totalement dans la compréhension puisqu'ils s'étaient mis d'accord pour se lancer dans le projet d'avoir un enfant prochainement et elle décide donc de lui dire bon bah écoute, on abandonne ce projet si ça te met la pression, si t'en as pas envie, et on continue notre vie comme elle était avant. Elle était prête à, elle, sacrifier cette envie pour préserver Dan. Sauf que non. Dan lui dit qu'en fait, ça fait trop longtemps qu'ils sont ensemble, qu'ils devraient arrêter, qu'ils sont peut-être pas faits l'un pour l'autre, et que leur chemin devrait se séparer ici. Bon. Déjà, j'ai pas aimé le délire de Dan dans cette histoire. De toute façon, je n'aime pas Dan. Et le fait est qu'il y a un détail, c'est qu'en fait, ces jeunes gens travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble et un autre point, Laurie a toujours tout fait pour que Dan se sente, comment dire. En fait, j'ai trouvé ça pas mal psychologique dans un sens, même thérapeutique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je me mélange, je vais continuer un petit peu à vous faire un résumé, mais là, je fais une petite aparté. En fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient se reconnaître dans cette relation. Donc d'avoir passé la plupart de sa vie avec une personne et du jour au lendemain, sans vraie raison, sans vraie explication, que ça se termine comme ça. Enfin, ça aurait pu être le cas, mais Dan faisait d'autres trucs bizarres à côté, donc je vous laisserai découvrir ça, c'est pareil. Mais le fait d'en plus avoir mis cette personne sur un piédestal, avoir tout fait pour qu'elle avance, limite en vous mettant vous en retrait, et que vous soyez gentiment remercié après. C'est l'un des points qui fait que j'ai pas mal apprécié cette histoire pour le réalisme et pour le fait que ça pourrait faire écho à d'autres personnes. Bon, je parle du réalisme sur cette histoire-là, hein, puisqu'après, il y a beaucoup de trucs où, bon, on est dans une romance, on est dans un livre. Justement, je continue là-dessus. Laurie a donc fait en sorte d'aider Dan à obtenir une promotion, donc il a un certain poste dans leur cabinet d'avocat. Et par contre, quand ils se séparent, sachant que c'est des commères, comment ils vont faire avec leurs collègues? Au départ, ils partent sur un accord pour faire en sorte que ça ne se sache pas. Mais le pire justement qui arrive, c'est que Dan a très vite, c'est d'ailleurs très louche, trouvé une nouvelle copine. Là, c'est un peu l'affiche du coup. Et ce qui va se passer, c'est que Laurie va se retrouver en fake dating avec l'un de leurs collègues, d'ailleurs celui qui fait jaser tout le monde puisqu'il est très séduisant et bon, il est au courant. Il est au courant, il se la pète un peu, bref. Et il est très ambitieux, donc il pose problème à certaines personnes et ils vont se mettre d'accord. Et vous vous doutez bien que, bon, il va y avoir des sentiments naissants entre les deux. On va même découvrir d'autres choses du côté de Dan. Dan, c'est vraiment un personnage... Oh. Ah non mais, je suis vraiment une hater de Dan. Et le fait est que j'ai adoré du coup cette histoire. Je mettrais quand même 4 sur 5 parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu long parfois, surtout le début, puisque on est pas mal sur le développement des antécédents de Dan et Laurie. On comprend un petit peu le
background. Et ensuite on avance plus dans le récit en découvrant notre nouveau personnage, je sais même plus comment il s'appelle, Jamie et Laurie. Et on est justement aussi dans la découverte de Laurie, dans son émancipation, et j'ai adoré ce point là. Donc vraiment, comme je l'ai dit, pour moi c'est un livre qui peut être thérapeutique pour certaines personnes, et c'était super sympa. Et en plus la représentation est bien aussi, parce que c'est vrai que Laurie parle du fait elle est métisse, je sais plus, je crois que sa maman est noire et son papa est blanc, et elle parle justement de la position qu'on peut avoir quand on est métisse en société, des comparaisons parfois avec les mêmes stars tout le temps. Et c'est vrai que parce qu'on est métisse, parfois on va nous comparer physiquement à des personnes alors qu'on se ressemble pas du tout, mais c'est juste parce que les deux sont métisses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai bien aimé cette espèce de dénonciation de trucs vraiment qui reviennent tout le temps, ou de trucs déplacés. Enfin, la représentation était très bien faite également, et du coup c'est pour ça que je recommande totalement, parce que en vrai, en romance, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de choses, en tout cas en français, avec, enfin ça commence tout juste, avec des personnages auxquels on peut s'identifier. Donc voilà, 4 sur 5 également pour cette lecture. Le premier tome de The Compass Series, écrit par Brittany Setcheri, et donc c'est Tempête du Sud. J'ai adoré, j'ai mis 4,5, c'est également une romance. Alors là le trope c'est... Ah je sais plus comment... En vrai c'est en anglais normalement, mais je sais plus comment c'est dit. En gros, romance dans un village ou un truc comme ça. J'allais dire une grossièreté. Dit comme ça, on se dit qu'est-ce qu'elle raconte, mais c'était à peu près ça d'après ce que j'ai compris. Moi je dirais que c'est plus un amour retrouvé. Voilà, une seconde chance. Alors cette histoire m'a fait pleurer. Après Brittany Setcheri, c'est souvent le cas. J'aime beaucoup Brittany Setcheri en romance. Je vous ai déjà dit que j'étais assez difficile dans le sens où c'est pas mon genre de prédilection. J'en lis de temps en temps. Et là, c'était mon deuxième livre de cette autrice. J'avais adoré le premier que j'ai lu, c'était Eleanor and Gray. Et j'ai également adoré celui-ci. Je pense lire tous les Compass Series du coup. Alors cette histoire est tout simplement bouleversante parce qu'on suit le personnage de Kennedy qui a vécu un drame. Elle a perdu sa fille. Et elle est mariée au début de l'histoire, et justement son mari... Ah mais c'est comme pour Dan. C'est vraiment une grosse... Voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et en fait c'est un traumatisme, mais c'est tout à fait compréhensible. Même si ça fait 1 an, 2 ans, je sais pas combien d'années, je pense, je ne sais pas, et j'espère ne pas le savoir, mais à mon avis, perdre son enfant, ça doit être ce qu'il y a de pire en fait. Ce qui fait que depuis, elle est totalement traumatisée, elle est encore en deuil. Et par contre, lui, son mari est totalement passé à autre chose, limite ça soulève des questions. Et on commence sur l'histoire avec... Enfin vraiment, on voit la toxicité de ce monsieur et la façon dont il la traite, bref. Elle échappe donc à ce mariage sans amour et s'installe dans une petite ville afin de prendre un nouveau départ, sauf que surprise, elle rencontre Jax. Et Jax, c'est en fait un monsieur qu'elle connaît depuis qu'ils sont petits. Voilà, quand ils étaient enfants, ils allaient dans la même colonie et ils étaient d'ailleurs meilleurs amis. Sauf que la vie a fait qu'ils ont pris des chemins différents et qu'ils n'ont plus été en contact. Et même si au début il est plutôt distant et froid, il va quand même l'aider à s'installer et à prendre son nouveau départ. Et j'ai adoré leur relation, j'ai adoré Jax, j'ai adoré Kennedy. Ils sont vraiment âmes sœurs pour le coup. Et on a un petit peu un parallèle entre leur vie lorsqu'ils étaient encore enfants et leur vie actuelle. On a parfois des passages de leur rencontre aux colonies et tout. Oh là là. Et Kennedy quand elle était petite, j'étais trop fan de sa personnalité. Vraiment ils étaient adorables. Sauf qu'ils sont tous les deux hantés par leur passé, puisque Jax aussi a un traumatisme que je vous laisserai découvrir. Ce qui fait qu'il peut y avoir certains obstacles dans leur reconstruction. Mais justement, je trouve que tous les deux sont faits pour aller de l'avant, mais ensemble, et on va suivre cette reconstruction. Même s'il va y avoir des difficultés, vous vous doutez bien, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré et j'ai été au bout de ma vie. Mais je regrette pas du tout. Et j'ai hâte de lire les autres histoires, puisque dans The Compass Series, les histoires ne se suivent pas.
Voilà, elles sont indépendantes. Je pense qu'il y a des liens entre certains personnages. C'est ce que j'ai cru comprendre d'ailleurs quand j'ai regardé sur l'Instagram de l'autrice. Il va y avoir des personnages qu'on a peut-être vus dans les histoires précédentes, mais hormis ça, vous pouvez tout à fait les lire indépendamment les unes des autres. En fait, Brittany Setcheri a toujours ce truc pour rendre une histoire super touchante. Et jusqu'ici, les 2 protagonistes masculins que j'ai pu découvrir, je les ai adorés. Et je trouve qu'elle écrit super bien. Mais je vous rassure, ce n'est pas que des pleurs, puisque je vous ai déjà dit, j'aime pas les livres qui me mettent mal. Donc si vous avez envie de lire une bonne romance, je vous le recommande. On revient à la fantaisie avec 2 services presse-papier. Je commence avec De miel et de cendre, qui est le premier tome de la série Le Jeu des Couronnes, écrit par Shannon Meyer et Kelly Sinclair, et publié chez Bookmark. J'ai mis 4 à cette lecture. Je vais vous lire la citation qu'il y a à l'arrière parce que je trouve que ça résume bien. Toute sa vie, elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens, mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on suit le personnage de Calic, qui a suivi un entraînement. Et en fait, à la fin de ce fameux entraînement, normalement, justement, ils vont recevoir leur affectation, et il y a une espèce de cérémonie. Je saurais plus vous dire comment ça s'appelle exactement, mais c'est ça en quelque sorte. Et ce qui se passe, c'est que l'autre monde, donc le monde des Fae, s'effondre. Et Calic est la seule à savoir qui est responsable. Et justement, certaines personnes sont prêtes à tout pour découvrir ce fameux secret, ou alors justement pour la faire taire. Elle va donc ne pas avoir d'autre choix que de s'enfuir afin de préserver sa vie et celle de son peuple. Sauf qu'il y a un problème, puisque dans toutes les personnes qui sont à ses trousses, il y a en plus l'homme qu'elle aime, celui qui n'a jamais partagé ses sentiments. On va donc se demander si elle sera capable de sauver les siens. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais c'est un 4 sur 5 parce que je trouve que ça va super vite et qu'on n'a pas de développement sur certains points, alors que ça mériterait justement qu'on en ait. Déjà, au niveau du système magique, c'est plutôt intéressant. D'après mes souvenirs et de ce que j'ai pu comprendre, chaque personne en fait a une espèce de couleur qui se dégage de sa magie. Et j'ai oublié de vous préciser aussi, Calic est mi-humaine, mi-fae, et d'ailleurs l'identité de son père fae n'est autre que le roi. Rien que ça, ce qui pose problème puisque c'est une enfant illégitime et qu'il ne l'a jamais reconnue. Donc elle a vécu certaines péripéties. D'ailleurs je trouve que son histoire est assez touchante, mais je regrette que justement on n'ait pas plus d'informations, mais également sur l'âne, puisque c'est lui, c'est l'identité de l'homme dont elle a des sentiments non partagés. Bon, c'est plus compliqué que ça, vous verrez. Et justement, je suis un petit peu sur ma faim. Et c'est sur un ensemble de choses, c'est en fait un petit peu tout qui aurait mérité d'être développé puisque l'histoire est très courte comme vous pouvez le voir. Et justement, ça me donne envie d'en apprendre plus. J'ai l'espoir que dans le 2e tome ce soit le cas. Je l'ai déjà, il est dans ma palle. Et j'aimais ce qui avait été fait de cette relation un petit peu complexe qu'on n'arrive pas trop à cerner. En tout cas, les débuts qu'on a pour le moment. Sauf que je voudrais en savoir plus. Pareil pour les personnages secondaires, il y a des personnages que j'ai vraiment aimés, mais on est vraiment aux prémices. Pour revenir à l'histoire en soi, l'espèce d'intrigue, l'identité qu'il y a derrière la personne qui est responsable de l'effondrement du royaume ancestral des Fae. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ce qui en a été fait. Il y a des complots, donc on est pas mal sur la politique aussi. Et justement les complots en question, voilà, j'ai trouvé que c'était bien trouvé. Mais je regrette qu'on n'ait pas plus d'éléments. Mais je ne désespère pas parce que je me dis que peut-être que dans la suite ce sera le cas. Il y a juste à voir où ça nous mène. Et je vous le recommande si vous avez envie de lire quelque chose qui se lit simplement, rapidement, entre 2 lectures plus soutenues mais qui n'est pas de la romance. Voilà, celui-ci est très sympa. Il y a un petit peu d'humour aussi, ça m'a fait rire. Bon, c'est un petit peu vulgaire parfois. Donc je suis très curieuse pour la suite. Le 2e service presse, toujours chez Bookmark, c'est le 2e et dernier tome de la duologie Malédiction mortelle, les épreuves du cœur, écrit par Olivia Wildenstein et Katie Ayos, et j'ai mis 3,5 sur 5. Alors je vous avais déjà parlé du tome précédent à qui j'avais mis 4, que j'avais adoré, et là j'ai un regret dans celui-ci, c'est que je trouve qu'on a fait un pas en arrière. Pour vous faire un petit rappel, puisque je vais pas vous faire un résumé du tome 2, du tome 1, en gros dans Malédiction mortelle, on suit 2 personnages, les personnages de Slate et de Cadence. Slate, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vécu en tant que pupille de l'État lorsqu'il était jeune. Voilà, il a été
mis de famille en famille d'accueil, sauf qu'il y en avait certaines qui étaient vraiment abusives. Et il découvre, arrivé à 20-21 ans, quelque chose comme ça, qu'il y avait un certain monsieur de Morel qui était au courant de sa situation, sauf que celui-ci ne se manifeste que maintenant en lui disant de se rendre dans la ville de Brune, une ville fictive en Bretagne, puisqu'il est l'un des héritiers des lignées fondatrices et que si jamais il veut récupérer cet héritage, il devra devenir étudiant à l'université, je sais plus comment ils appellent ça. Ça le met du coup dans une rage, ce qu'on peut comprendre, puisque lui il n'avait aucune information sur sa famille, il ne savait pas du tout à quoi s'attendre, et je pense que dans ces cas-là il y a toujours un espoir par rapport à sa famille biologique, sauf que celui-ci lui annonce donc qu'ils sont décédés. Slade se rend à Brume et il passe près du cimetière de la ville et tombe sur le caveau du fameux de Morel. Il décide donc de profaner les tombes, dont celle de sa femme qui portait à son doigt une sanguine. Slate l'enfile au sien, puisque du coup il a volé les bijoux familiaux. Il enfile la bague et là il se retrouve coincé et victime d'une malédiction. On a donc ensuite en parallèle Cadence de Morel, vous avez compris le lien, qui est la fille de ce fameux régnier de Morel. Cadence, elle, c'est tout le contraire de Slate, elle a vécu une vie plutôt simple étant donné qu'elle était dans une famille aisée et elle a grandi avec des légendes de sorcières sans vraiment y croire. Elle tombe sur Slate et elle finit par découvrir qu'il a profané la tombe de sa mère. Bref, c'est assez compliqué entre ces deux-là et justement, afin de mettre un terme à la malédiction dont il est victime, ils vont devoir se lancer dans une quête afin de reconstituer la carte-feuille qui est responsable de l'extinction de la magie dans le monde, ce qui fait que ça pourra la ramener et justement pouvoir mettre un terme aux malédictions dont sont victimes certaines personnes depuis. En fait, j'ai adoré. C'est une réécriture de légende arthurienne, mais on est plus concentré sur le côté magique, donc Merlin. Et je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais Slate est un coup de cœur. J'ai adoré ce personnage, il est super attachant, il est drôle. C'est juste Cadence, par contre, non. Cadence, je l'ai pas apprécié. En fait, après le 1, j'avais pas plus d'avis que ça sur elle, puisque c'est vrai que comparé à elle, Slate, c'est quelqu'un, quoi. Et là, dans le 2, en fait, elle m'a juste fait comprendre que je n'appréciais pas trop son personnage puisque je l'ai trouvé très égoïste. Et je vous ai dit que j'avais moins aimé et que j'avais eu la sensation d'un pas en arrière à cause de ses actions. Sauf que bon, en vrai, avec du recul, j'ai pas lu le résumé. Je lis rarement les résumés des tomes 2 pour pas me spoiler. Du coup, c'est pour ça que j'étais pas au courant de ce qui allait advenir puisque c'est dit directement. Mais avec du recul, je me rends bien compte que c'était forcément ce qui allait arriver. Même si j'espérais quand même d'autres possibilités pour cette suite. Ce qui fait que voilà, j'étais un petit peu déçue. Par contre, au niveau des épreuves, toujours aussi prenantes. Je vous avais dit, d'habitude, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les épreuves dans les histoires. Et ici, je trouve qu'on a envie de les suivre et cette conclusion est très bien, voilà, c'est une bonne conclusion. Même si il y a eu un événement que je ne vais pas vous dire qui m'a mis au bout de ma vie. C'est-à-dire que quand c'est arrivé, j'avais qu'une hâte, c'est qu'il y ait un terme à cette situation. J'étais un petit peu déçue, mais bon, voilà, au final, j'ai bien aimé quand même. Donc 3,5 sur 5. Ensuite, c'est le dernier roman dont je vais vous parler en papier. Le Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen et publié chez Brajlon. Nous suivons deux points de vue, celui de Lara et d'Aren. Lara est la fille du roi de Maridrina et elle a toujours été entraînée aux arts de la guerre afin de suivre l'objectif de son père, s'emparer du royaume qui gère le Pont des Tempêtes, et donc mettre son ennemi juré à genoux, le royaume qui est dirigé par Aren. Puisque ce fameux pont parcourt Itikana et c'est en fait la seule possibilité de se déplacer puisqu'il y a des tempêtes sauvages qui ravagent les différents territoires et le pont qui parcourt Itikana est le seul moyen de pouvoir continuer à échanger, à commercer, enfin ce genre de choses. Et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir. Afin d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Sauf que forcément, Lara apprend à connaître ce fameux lieu et le roi qui le gouverne. Et donc, est-ce qu'elle va être capable de le tuer ou encore de sauver un peuple? Donc pour cette histoire, on en entend
énormément parlé et en bien. C'est vrai que je m'attendais à un truc de ouf parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont vivement recommandé. J'aurais vraiment pu vous le présenter dans une fameuse vidéo supposition 5 étoiles, sauf que ce n'a pas été le cas, c'est un 4 sur 5 pour moi, puisqu'en fait je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus de tension peut-être entre les deux personnages parce que c'est un enemy to lovers et je comprends pourquoi c'est un enemy to lovers puisque là on a vraiment la confrontation politique, les mœurs, les cultures, voilà, il y a un choc entre les deux et surtout il y a cette position de territoire ennemi à la base entre eux, mais au final j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'intensité, même si attention, j'aime beaucoup les deux personnages. Pour ce qui est de l'univers, j'ai adoré le paysage. Voilà, vraiment j'ai trouvé ça génial. Même les découvertes qu'on fait par rapport au royaume d'Itikana, j'ai beaucoup aimé, et le fait que Lara soit une guerrière, hein, le fait qu'elle soit rodée à différentes choses telles que les poisons, l'espionnage, la séduction, voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant. Et par contre, et c'était assez prévisible. Voilà, il y avait beaucoup de choses que j'ai vu venir de très loin et j'étais d'ailleurs un petit peu frustrée dans la façon où les choses ont été amenées, et bon, c'est pas grave, hein, j'attends le 2 avec impatience quand même puisque je pense que pour le coup je vais préférer le 2. En fait, pour vous expliquer, le Pont des Tempêtes, il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 4 jusqu'ici, je ne suis pas sûre que le 4 soit sorti en VO mais il y en a 4 de sûr. Et en fait, on suit pas les mêmes personnages à chaque fois. Les deux premiers, c'est sur Lara et Aren, et les deux suivants, c'est sur un autre couple. Donc c'est plus une duologie là. Et le 2 sort en octobre, si je ne me trompe pas. Et en fait, avec la fin, j'ai vraiment envie de lire le 2 et je pense que ça sera plus soutenu et qu'il se passera plus de choses parce que c'est pas ennuyant, c'est très fluide, ça se lit tout seul, même s'il n'y a pas énormément d'action quand même. On est plus sur de la découverte, sur une introduction de notre univers et surtout sur les antécédents qu'il peut y avoir entre les deux royaumes, sur les raisons des conflits, et on en apprend un petit peu plus sur les personnalités des différents protagonistes. Mais on n'est pas trop dans l'action pour le moment et c'est vrai que je m'attendais à plus d'action étant donné qu'on nous parle pas mal d'espionnage. J'ai eu un petit regret par rapport à cette partie-là. Mais sinon, hormis ça, c'est tout à fait le type d'histoire que je suis capable de relire sans problème. J'ai trouvé que c'était quand même une lecture très sympa, mais pas non plus à la hauteur de mes attentes, donc très curieuse d'avoir le 2 par contre. Ensuite, je vous présente un webtoon parce que pour le coup, j'en ai lu un en papier. Et c'est Seule la mort attend la vilaine, et l'histoire originale est de Gwon Guyul. J'espère que j'ai bien dit. Je m'excuse avant si j'ai mal prononcé. Alors, Seule la mort attend la vilaine. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, à la base, a enchaîné les parties d'un jeu mobile, puis elle s'est endormie et, en se réveillant, elle se retrouve plongée dans ce fameux jeu et dans la peau de la vilaine. C'est donc la fille adoptive du duc Eckhart, et le problème avec cette fameuse vilaine, c'est qu'à chaque fois qu'elle a joué jusqu'ici, en fait c'est un personnage qui est voué à mourir. On va donc suivre Pénélope dans son objectif de rester en vie en faisant certains choix difficiles qui pourraient différer de ce qu'elle a eu lors de son expérience de jeu, et voilà, j'ai adoré, je trouve que c'est super addictif. Les graphismes sont très beaux. Est-ce que je peux vous montrer une planche vers le début? C'est mieux quand même pour éviter de spoiler. Bah là c'était avant qu'elle soit dans le jeu par exemple. Et voilà. Pour l'instant j'ai adoré, j'aime beaucoup le système un petit peu de jeu. Et c'est un petit peu comme dans les Sims, c'est une espèce de jauge d'amitié. Enfin c'est pas vraiment d'amitié là pour le coup, c'est de romance je pense, hein, avec les différents protagonistes masculins, et le but justement pour qu'elle survive c'est d'arriver à 100% avec l'un d'entre eux. Sauf que bon, ça va vite s'avérer être assez complexe, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a cette espèce de stress de ne pas savoir ce qui pourrait advenir si jamais elle prenait la mauvaise décision. Donc quand j'ai terminé le 1, j'avais envie d'enchaîner tout de suite avec le 2, mais je m'étais dit non, garde le 2 pour plus tard parce que après le 2, bah il n'y a plus de 3, et le fait est que à l'heure qu'il est, j'ai déjà lu le 3, non. J'ai déjà lu le 2 et j'aimerais beaucoup avoir le 3. Vraiment, je suis à fond dedans, j'adore. Et je vous recommande totalement si vous avez envie de lire un webtoon. C'est très sympa, et en plus,
La différence avec les mangas, c'est que les webtoons c'est en couleur et c'est vrai que c'est ce qui me coince un petit peu avec les mangas. J'aime pas trop le fait qu'il n'y ait pas de couleur, voilà, je suis un peu spéciale là-dessus. C'est donc un 5 sur 5 pour ce webtoon. Ensuite, je n'ai plus que des lectures numériques à vous présenter. Je me décale pour vous mettre l'image à l'écran. On commence donc avec un service presse numérique, toujours de chez Bookmark, mais dans la collection Dark LA, le tome 2 de la série Nina Guerrera, une mise en scène macabre, écrit par Isabella Maldonado. J'ai adoré, c'était un 5 sur 5. Et là, on est sur un thriller. Alors pour ce qui est de cette série, il faut la lire dans l'ordre, étant donné qu'il y a des éléments, bon là c'est plus centré sur la vie personnelle de Nina, mais qui sont importants et qu'on obtient en les lisant dans l'ordre. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le tome 1, j'en ai déjà parlé dans un bilan de lecture sur la chaîne, que je vous mettrai dans le petit i, je pense qu'il s'affiche par là. Alors dans l'histoire précédente, qui était le tueur aux énigmes, Nina Guerrera était confrontée à un tueur qu'elle a connu dans son passé lorsqu'elle était jeune, puisqu'en fait il s'était attaqué à elle, un tueur en série, et elle avait réussi à s'échapper. Depuis, elle est donc devenue agente au FBI. Au début du 1, Nina est victime d'une agression qui est retransmise en direct sur les réseaux sociaux, sauf que justement elle se défend très bien et donc la vidéo devient virale. C'est comme ça que le tueur, qui avait une obsession pour Nina, retrouve sa trace et il se fait une promesse. Cette fois-ci, il en finira avec elle. Il y a donc tout un jeu d'énigmes qui se lance afin de pouvoir retrouver sa trace, puisque c'est un petit peu soit l'un soit l'autre. Et j'avais déjà adoré le 1 à qui j'avais mis 4,5 il me semble, mais j'ai adoré ce tome 2 aussi, donc on part sur un petit résumé du tome 2. Notre histoire démarre sur une famille qui se fait assassiner dans son sommeil et Nina Guerrera et son équipe sont appelés pour enquêter sur cette affaire, étant donné qu'il y a une suspicion de lien avec d'autres dossiers, et justement ils découvrent rapidement que c'est bien la même personne qui est responsable de ces meurtres. Et chaque scène de crime rappelle à Nina l'histoire qu'on lui racontait lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle était orpheline, celle de la Llorona. C'est une histoire qui l'a terrifiée et elle revient à présent la hanter. Et même si Nina a déjà connu l'horreur, ces mises en scène macabres viennent la perturber, viennent la troubler, et il se pourrait que ces enquêtes prennent un sens vraiment bouleversant, puisqu'elle doit comprendre le sens de ces rituels. Passé et présent s'entremêlent. Alors, quand je vous dis que c'était un 5 sur 5, c'est que vraiment j'ai adoré du début à la fin. Comme d'habitude, on a envie de suivre les enquêtes de Nina, c'est très prenant. Je vous l'ai déjà dit, mais Isabella Maldonado, l'autrice, a elle-même été agente au FBI. Donc à nouveau, on retrouve cette cohérence dans la façon d'expliquer tout ce qui est psychologie criminelle. Et justement, si vous êtes pas mal intéressé par le true crime, je pense que c'est une histoire tout à fait faite pour vous. Puisque je vous l'ai déjà expliqué, c'est mon cas et ça a été une super découverte. Puisqu'en plus, dans les livres de Nina Guerrera, on a aussi parfois le point de vue du tueur. Alors c'est intéressant du coup de suivre l'enquête des agents et en parallèle l'avancée, la psychologie de ce dernier. Et ce que j'aime aussi à côté, c'est qu'on découvre toujours plus d'informations sur le passé de Nina, sur son histoire, et là la tournure que ça a pris justement. C'est vrai que c'était vraiment bouleversant, super touchant, et j'ai été totalement happée par l'histoire, totalement dedans. Il va prochainement y avoir le tome 3 qui va sortir, j'ai vraiment hâte. Je crois que c'est ma série de thrillers préférée, vraiment je suis totalement dedans. Mais là en plus j'adore le personnage de Nina et j'aime beaucoup l'équipe. Si jamais ça vous intéresse, je vous le recommande totalement. Ensuite, je vous présente donc Narcisse, écrit par Maude Cordier, et c'est un livre auto-édité. J'ai été complètement plongée dans cette histoire tellement que j'en ai fait une nuit blanche, je pouvais plus m'arrêter de lire. Je voulais continuer encore et encore et encore, voir constamment ce qui allait se passer. Et donc, pour vous faire un petit résumé, on suit le personnage d'Olivia. Olivia est la fille adorée du comte de Beauvoir et elle a accepté de se marier au froid et mystérieux Narcisse de Verre. Sauf que ce qu'Olivia n'avait pas prévu en acceptant d'épouser Narcisse, c'est qu'elle épouserait la solitude. Les semaines puis les mois passent et Narcisse et Olivia n'ont toujours eu aucun contact physique. Ils vivent ensemble sans vivre ensemble puisqu'ils ne se parlent même pas, et en fait ça va continuer jusqu'à ce qu'Olivia décide de prendre les devants et de mettre un terme à l'affront qu'elle subit. Alors j'ai adoré. Au départ, Narcisse c'est un personnage qui m'a mis
sous tension, vraiment insupportable. J'ai pas du tout aimé son comportement vis-à-vis d'Olivia qui est juste adorable. Son personnage est génial, elle est très douce, elle adore les animaux et en fait on comprend pas pourquoi Narcisse a décidé de la demander en mariage si c'est pour lui offrir ce type de vie puisqu'elle aurait très bien pu épouser quelqu'un d'autre et être heureuse. Donc voilà, il y a cette espèce de mystère déjà sous-jacent au départ, sauf que justement on suit l'évolution de cette relation puisque il y a confrontation à arriver à un moment et j'ai bien aimé en découvrir toujours plus. Il y avait pas mal de rebondissements, du coup on apprend les raisons de la froideur de Narcisse et j'ai beaucoup aimé suivre cette espèce d'apprivoisement entre les deux. En plus pour le coup on passe vraiment par toutes les émotions, il y a des trucs c'est bouleversant. Alors par contre, trigger warning, il y a maltraitance animale dans cette histoire, je préfère prévenir. Pour ceux qui sont amateurs de romances historiques, je pense qu'il y a de grandes chances que vous adoriez parce que c'était super. Et en plus, c'est un plaisir de parler d'un livre auto-édité. Je voulais donc vous le présenter sans trop développer pour que vous puissiez découvrir par vous-même puisque je trouve que quand on lit cette histoire en étant totalement dans le flou, ça en devient encore plus addictif. Donc voilà, vous pouvez vous lancer. Et la dernière lecture dont je vais vous parler est encore une fois un service presse numérique de la part de Bookmark. Et ce n'est autre que Le Repère des vampires, tome 1, Rencontre mortelle, écrit par Kelly Sinclair. Alors cette lecture, j'ai mis 2,5. J'ai mis 2,5. En fait, j'ai lu les premières pages, je me suis dit, ça va pas le faire. Pour vous faire un petit résumé, nous suivons le personnage de Basilia qui est l'héritière d'une des plus grandes fortunes, sauf que celle-ci prend une décision, tout quitter. Quitter cet univers qui devient toxique puisqu'elle est contre le fait que les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres et pour combattre cela, elle pense que le mieux c'est de tout recommencer à zéro. Alors bon, déjà ce qui m'a dérangée, je vais faire le résumé et en parallèle je vais commenter par rapport à mes impressions, c'est que pour moi, il est plus logique qu'elle fasse ce combat en partant de sa position, puisque pour moi, elle sera beaucoup plus écoutée en étant considérée comme l'une des personnes les plus puissantes de ce monde. Donc j'ai pas compris la logique ici. Et donc son objectif c'est trouver un endroit où dormir, trouver un travail et justement ce travail va la mener à la découverte des vampires. Et qu'est-ce qu'elle découvre en plus de ça? Que sa ville représente un plateau de jeu grandeur nature pour ces fameux vampires. Alors dans l'histoire, c'est comparé à un échiquier géant. Pour moi, c'est un Monopoly géant. Sauf qu'il y a un petit détail qui vient s'ajouter à ça, c'est le prince des vampires, puisque c'est son patron et que celui-ci semble nourrir une certaine obsession pour sa personne. Alors, j'ai mis 2,5 sur 5, j'ai pas apprécié cette lecture. Déjà par rapport au personnage de Basilia, j'ai pas accroché à sa personnalité. Je trouve qu'elle est assez superficielle mais dans le cliché. Voilà, la jeune femme riche qui n'a jamais rien connu d'autre que la richesse mais dans le sens où elle sait même pas écrire un CV. Ce genre de détails, puis il y a des petites réflexions comme en fait elle a donné son ancien téléphone à son amie sauf que elle s'est retrouvée sans le sien puisqu'elle n'est pas partie avec pour qu'on ne puisse pas la retrouver et donc quand son amie lui prête son téléphone elle dit ah là là, elle me prête son téléphone, celui que je lui ai donné, enfin je sais pas. Bon là c'était dans ses pensées mais je sais pas, c'est des remarques inutiles et un petit peu condescendantes. Donc voilà, j'ai pas accroché à sa personnalité. Et pour ce qui est de la romance, donc avec ce fameux prince des vampires, c'était trop physique pour moi. Alors il y a du smut dans ce livre mais je peux pas m'avancer sinon ça spoil. Nos personnages sont un peu obsédés et c'est vrai que personnellement j'aurais aimé avoir plus de dialogue et avoir quelque chose d'un peu plus profond entre les deux. Et ensuite pour ce qui est de l'espèce d'intrigue d'échiquier géant par rapport à nos vampires, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant et que ça sortait vraiment de l'ordinaire. Pour le coup c'est original, sauf que c'est plus les prémices. On a les explications de la naissance de ce fameux jeu, pourquoi on en est arrivé là. Mais comme la romance a beaucoup pris le pas sur l'histoire, j'ai pas plus d'informations et de toute façon je pense ne pas aller plus loin parce que j'ai quand même eu du mal à le lire. Il fait 600 pages, enfin en numérique il faisait quasiment 600 pages et c'est vrai qu'étant donné que j'ai pas accroché au personnage, même si pour vous le dire, hein, une fois qu'on arrive dans la deuxième partie, le rythme devient plus fluide et en plus il y a pas mal de réflexions qui m'ont fait rire. Basilia m'a fait rire. Mais c'était pas assez pour que je m'accroche
au point de lire la suite. Donc je vais pas continuer pour cette série là, étant donné que là du coup on est dans le blabla, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous avais parlé de ma fameuse résolution de lire les suites de mes séries, d'être à jour, de les terminer, et c'est arrivé en août que je commence à le faire pour de vrai. Donc là dans mon bilan d'août, vous verrez que j'ai lu quelques tomes 2, et donc je me dis que ça sert à rien de me forcer dans des séries qui ne me font pas accrocher plus que ça aux histoires. Donc ce sera tout pour le repère des vampires. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on se dit à la prochaine. Salut!